Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT du week-end, la petite reine star sur le Port Hercule demain. La 3e édition de Dimanche à vélo prévoit de nombreuses animations pour mettre en valeur la mobilité douce. Nous en parlerons avec Florence Larini. Nous reviendrons sur la dernière représentation au théâtre du Fort Antoine avec une pièce pleine de poésie. Puis nous ferons un détour par Tokyo avant la clôture des Jeux Olympiques où nous rejoindrons l'arbitre international Sébastien Dervieux, également en charge de la section water-polo de l'AS Monaco. Sport toujours avec les activités proposées par le Passeport Culture. Aujourd'hui, nous vous emmenons en mer avec le kayak et l'aviron. Cela faisait des mois qu'ils attendaient ce moment. Les supporters étaient de retour au Stade Louis II hier soir pour la première journée de championnat. L'AS Monaco et le FC Nantes se sont quittés sur un match nul, un but partout. Mais les supporters monégasques étaient ravis de pouvoir enfin retrouver les tribunes. Nous les avons rencontrés avant le coup d'envoi de ce match. On est vaccinés, tout ça, passe sanitaire, donc on n'a pas fait ça forcément pour ça, mais bon, tant qu'à faire, rejoindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Une grande impatience de revoir un match de foot en direct, quoi. Pas à la télé, quoi. Ça fait du bien, très content, surtout d'emmener le petit. Donc tout le monde est content, de retrouver l'ambiance du stade, c'est sympa. C'est une joie de pouvoir venir en vacances dans un premier temps et puis venir voir supporter son club de cœur, quoi. Vous venez d'où? On vient à côté de Saint-Étienne, de Roanne. Ça fait plaisir de retrouver notre club pour pouvoir le supporter à nouveau. Pas derrière un écran cette fois-ci. Et ça va faire du bien, je pense, de voir un peu tout le monde, de sortir aussi de la télé pour voir Monaco et voilà. Je suis super content, je suis le plus heureux du monde là, de retourner au stade après 1 an et demi, là, ça fait vraiment plaisir quand même. Et voilà pour la joie des supporters qui ont retrouvé hier le Stade Louis II, des supporters qui espéraient une victoire de leur équipe face à Nantes en ouverture de la première journée du championnat de Ligue 1, mais il en a été autrement, Frédéric Elion. Bonsoir Émilie, effectivement ce n'est pas le début espéré pour l'AS Monaco. En Ligue 1, les joueurs de Niko Kovac laissent filer 2 points à domicile d'entrée avec ce match nul, un partout contre Nantes. Les Monégasques ont pourtant dominé cette rencontre et ouvrent logiquement le score à la 14e minute par Gelson Martins. Mais l'ASM ne se met pas à l'abri et Nantes égalise sur son seul tir cadré du match. Une tête de Castelletto qui rentre avec l'aide du poteau à la 42e sur un corner de Simon. Malgré une grosse dernière occasion pour Tchouaméni en fin de match, un but partout, score final. Quand on est l'AS Monaco, on ne se contente pas d'un match nul. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour le FC Nantes, mais je pense qu'on devait l'emporter ce soir. Et voilà, bravo à eux, ils ont fait le match qu'ils attendaient. Ils étaient venus chercher un résultat ici. Forcément, quand on termine 3e de Ligue 1 et qu'on commence la première journée de championnat en tant que FC Nantes et qu'on va jouer contre le 3e, c'est logique que voilà, il y ait beaucoup plus de détermination pour leur part. Maintenant, on en a parlé dans le vestiaire et voilà, faut qu'on s'habitue. Les équipes ne nous regardent plus de la même façon que l'année dernière. On est attendu, forcément. Maintenant, à nous de trouver les clés pour remporter les matchs. Et pas le temps de gamberger pour l'AS Monaco, Émilie, qui retrouvera dès mardi la Coupe d'Europe avec le match retour du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions mardi soir contre le Sparta Prague. Oui, à noter qu'un hommage a été rendu au président du club des supporters de l'AS Monaco, Jean-Paul Chaude, juste avant le coup d'envoi de la rencontre au Stade Louis II vendredi soir. Un hommage rendu en présence des dirigeants des groupes de supporters et du président de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev. Un point à présent sur la campagne vaccinale en principauté, Frédéric. Selon les chiffres arrêtés au jeudi 5 août inclus, 24 454 personnes ont déjà été vaccinées en principauté, Émilie. Ils sont 19 606 à avoir reçu l'injection de rappel, soit 70% des personnes vaccinées. Le gouvernement insiste également sur la nécessité de se faire vacciner, notamment pour les plus jeunes, les 18-25 ans. La vaccination reste un des moyens pour faire face à la propagation du virus. Nous vous l'annoncions hier, un mot sur ce remaniement à venir au mois de septembre. La ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia, quittera ses fonctions le 1er septembre 2021. Céline Caron-Dagioni, fonctionnaire détachée auprès du musée océanographique, lui succédera et prendra ses fonctions à cette date, le 1er septembre.
Passé par la direction des services fiscaux et le département des affaires sociales et de la santé au cours de sa carrière, la Monégasque s'est dite honorée de cette nomination. Et le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme organise demain une nouvelle édition de Dimanche à vélo sur le port Hercule, l'opportunité de promouvoir une nouvelle fois la mobilité douce en principauté. Bonsoir Florence Larini. Bonsoir Émilie. C'est déjà la 3e édition du Dimanche à vélo, l'opération est vraiment un vif succès. Oui, tout à fait. La 3e édition se déroulera dimanche. Effectivement, c'est un événement convivial et familial qui rencontre un vif succès. C'est un événement qu'on relance parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cet événement, le Dimanche à vélo, existait il y a encore quelques temps. Il se déroulait au Larvoto durant la semaine de la mobilité, donc en septembre. C'est un événement récurrent. Mais là, nous avons souhaité donner une nouvelle dimension à ce Dimanche à vélo et nous avons eu la chance de pouvoir l'organiser au niveau du boulevard Albert Ier et de la route de la Piscine, qui est quand même le circuit de la Formule 1. Donc c'est quand même un petit plus. Et c'est vrai que certains adeptes du vélo sont vraiment contents de rouler sur la piste de Formule 1. Oui, cela prouve l'intérêt aussi de la population pour la mobilité douce. La mobilité est une priorité pour le département d'équipement et la mobilité douce. Nous avons d'ailleurs modifié le code de la route il y a 2 ans pour favoriser la mobilité douce et permettre aux usagers de pouvoir utiliser. Le vélo connaît vraiment un réel succès à Monaco, comme dans d'ailleurs toutes les grandes villes européennes, mais même mondiales. Nous avons donc d'une part modifié notre réglementation, mais également procédé à quelques aménagements. Donc évidemment, à Monaco, la configuration des routes est telle que nous ne pouvons pas créer une piste cyclable qui pourrait aller d'est en ouest d'une manière continue et totalement sécurisée. Donc nous faisons en sorte de pouvoir créer de quelques pistes cyclables sur des portions de route. Et récemment, avec l'ouverture du Larvoto rénové, nous avons une nouvelle piste cyclable sur l'esplanade du Larvoto. Et donc celle-ci, j'espère qu'elle pourra aussi permettre aux utilisateurs d'en user, d'en abuser. Oui, les utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux, on sent que la crise sanitaire a eu un déclic aussi sur nos modes de déplacement avec le boom du vélo. Oui, tout à fait. Même avant la crise sanitaire, Monabike a connu vraiment un développement considérable. Nous avons même changé nos vélos pour en avoir des plus performants parce qu'à Monaco, évidemment, c'est assez pentu. Donc l'idée, c'est que le vélo en partage, ce soit des vélos à assistance électrique. C'est important. Donc effectivement, on le voit par Monabike, mais on le voit aussi au travers de l'aide à la subvention pour l'achat d'un véhicule électrique et des vélos à assistance électrique, puisque je me permets de rappeler qu'il y a une aide à l'achat pour l'achat des vélos à assistance électrique qui est de 30% du prix d'achat TTC, plafonné à 400 €. Et c'est vrai que nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauté le pas et qui ont acheté un vélo assistance électrique. Alors c'est un événement gratuit et ouvert à tous, Dimanche à vélo. Il faut rappeler aussi l'utilité de sensibiliser aussi les usagers à la sécurité routière. Alors il y a différentes animations. Il y a déjà un atelier pédagogique en collaboration avec la direction de la sûreté publique. Il y a un atelier aussi de sensibilisation aux risques liés à l'alcool grâce à la collaboration de l'association monégasque de la prévention routière et également des ateliers d'apprentissage à la pratique du vélo. Alors le rendez-vous est pris à partir de 15 h sur le port Hercule ? Oui, tout à fait. Tout à fait, à partir de 15 h jusqu'à 20 h. Il y aura aussi certains commerçants qui ont la gentillesse de participer, comme les éditions précédentes, et qui mettent à disposition des modèles de vélos assistance électrique et des trottinettes électriques, et qui permettent à tout un chacun d'essayer les différents modèles proposés et peut-être de sauter le pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Eh bien, c'est noté. Merci infiniment, Florence Larini, d'avoir été avec nous pour nous présenter la 3e édition de Dimanche à vélo en Principauté. Merci beaucoup, Émilie. À dimanche. Merci. Culture à présent avec la dernière date de la programmation estivale au théâtre du Fort-Antoine. La compagnie belge Raoul Collectif a présenté Le Signal du Promeneur, un spectacle sous forme de signal d'alarme entre humour, musique et réflexion. Yannick Debever, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud y ont assisté. Voyez leur reportage. Le vaisseau spatial Terre n'a pas de pilote.
Il va vraisemblablement droit vers la catastrophe, c'est l'hypothèse en tout cas la plus probable. Le décor est planté. Le signal du promeneur, c'est la toute première création du Raoul Collectif, récompensée en 2012 par plusieurs prix. Et depuis 2012, la pièce n'a pas pris une ride, mieux encore, elle est plus que jamais d'actualité. Le signal du promeneur, c'est un spectacle dans lequel 5 promeneurs qui ne se sont plus vus depuis au moins des centaines d'années se réunissent dans une clairière, ici c'est le Fort Antoine, et décident de faire un peu la clarté sur le monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui. Donc ils sont porteurs d'une histoire, mais aussi d'un signal, d'alarme. Les personnages défilent sur la scène du théâtre du Fort Antoine. Les spectateurs suivent ces promeneurs au fil de la pièce grâce à la dynamique des 5 comédiens belges. Fondé en 2009, le Raoul Collectif est un rassemblement de 5 étudiants de l'école supérieure d'acteurs du Conservatoire de Liège, tous unis par la même conviction, créer ensemble. L'intuition que travailler ensemble, et en effet, comme l'a dit JB, sans un chef, avec un leader qui est le collectif, et pas un leader qui soit une personne charismatique, et ben ça nourrit à la fois la méthode de travail, et y compris des intentions de spectacle et des thématiques. Dans le signal du promeneur, les thématiques sont abordées au travers de personnages inspirés d'histoires vraies, une manière de raccrocher au réel les spectateurs qui pourraient être tentés de n'y voir que de la fantaisie. Loin d'être moralisateurs, les comédiens seraient plus instigateurs de réflexion sur le monde et les sociétés dans lesquelles nous vivons. Faire du théâtre aussi, c'est une manière de pouvoir aussi essayer de tenter de dégager de la clarté sur les thématiques qu'on décide de traiter. Il y a là quand même une espèce de recherche collective autour d'un problème sociétal. Quels sont les véritables enjeux aujourd'hui pour se sortir d'un état gravissime du monde dans lequel on est? Avec intelligence et légèreté, ce vendredi soir, les promeneurs ont pu délivrer leur signal, mettant ainsi aux estivales du théâtre du Fort Antoine un point final. Fin des représentations au théâtre du Fort Antoine, fin également des Jeux Olympiques à Tokyo qui s'achèvent demain après 15 jours de compétition. Vous avez d'ailleurs pu suivre sur notre antenne les résultats de la délégation monégasque. Eh bien sachez que la principauté était également représentée dans le corps arbitral. Sébastien Dervieux est en charge de la section water-polo de l'AS Monaco. Il a été sélectionné pour arbitrer les matchs de cette discipline. Malheureusement, peu médiatisé. Il est avec nous ce soir pour nous partager sa première expérience olympique. Bonsoir Sébastien Dervieux. Bonsoir Émilie Rousseau. Quel bilan pouvez-vous tirer de votre participation en tant qu'arbitre ? Je suis très satisfait de mes premiers Jeux Olympiques. Je n'aurais jamais pu espérer aussi bien pour ma première participation. C'est un rêve que je vis éveillé. Oui, j'imagine que c'est une expérience incroyable. C'est pour ainsi dire faire partie des meilleurs arbitres de water-polo au monde. Tout à fait, j'ai cette chance. J'ai prouvé au début du tournoi qu'on pouvait compter sur moi et je suis très honoré de la confiance qu'on a posée en moi et j'espère représenter au mieux Monaco et la France. Alors comment vous aviez réagi à votre sélection olympique, Sébastien ? C'était déjà il y a quelques temps, puisque avec le Covid, on avait été désigné en décembre 2019. C'était beaucoup d'émotions, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mon objectif premier, c'était Paris 2024. Et c'est vrai que de se voir proposer une participation olympique pour Tokyo 2020, c'était complètement inattendu. Donc c'est vrai, je ne vous cacherai pas qu'il y a quelques larmes qui ont coulé. Et on a partagé ça en famille. Est-ce qu'on peut dire, Sébastien, que c'est votre expérience dans le haut niveau qui a été récompensée ? C'est mon abnégation, c'est beaucoup d'investissement. On n'est pas des professionnels, hein. Les arbitres en water-polo, on n'est pas du tout professionnels. Donc c'est beaucoup d'investissement en dehors du travail que je mène au sein de la principauté. C'est des participations en Champions League, c'est des participations en finale de World League. C'est beaucoup de temps pris pour aller au bout du rêve. Mais c'est la devise olympique, donner toujours le meilleur de soi-même et viser l'excellence. Et comment vous avez vécu, vous, les conditions sanitaires, l'absence du public ? Est-ce que cela a impacté aussi votre travail ? Pour nous, arbitres, c'est vrai que c'est plutôt un peu plus facile à gérer puisqu'il y a une pression un peu moins importante du public. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait préféré le public, malgré tout, pour profiter de l'événement, de cet événement magique. Les conditions sanitaires, elles sont ce qu'elles sont. On a des tests tous les jours.
c'est le prix à payer dans ce contexte-là. Et c'est les Jeux Olympiques, c'est le plus important, c'est de pouvoir les faire, de participer. Et vous avez eu l'honneur d'avoir la visite de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, sur place à Tokyo. Et oui, j'ai été très touché effectivement par la visite de Monseigneur, qui est venu effectivement me soutenir pour mon premier match olympique. Je fais partie donc du rêve olympique et Monseigneur est très attaché justement aux valeurs de l'olympisme. Et même si on est arbitre et participant dans un sport peut-être qui peut paraître moins populaire que d'autres sports, de venir par sa présence soutenir ma mission, j'ai été effectivement très, très touché. Alors cet entretien est également l'opportunité de faire un coup de projecteur sur le water-polo. C'est un sport très physique. Tout à fait, c'est un sport collectif de contact, mais c'est un sport qui mérite d'être plus connu, pratiqué également en principauté déjà depuis le début du XXe siècle. Donc c'est un sport qui génère énormément d'émotions, physiquement très éprouvant, mais aussi très riche par la perception du jeu, très riche par le domaine aquatique qu'on doit aussi maîtriser, donc abordable aussi dès le plus jeune âge. Et quel est le niveau de l'équipe première de Monaco? Quels sont ses objectifs la saison prochaine? On le rappelle, vous gérez aussi la section water-polo de l'AS Monaco Natation. On a 6 équipes, effectivement, notre équipe première jouera, on l'espère, l'année prochaine en National 3, donc en 4e division nationale. Mais on a surtout des jeunes de 15 ans et de 13 ans qui sont très, très prometteurs. Donc, notre objectif premier est sur ce groupe-là, U15. Donc, on va les accompagner et pourquoi pas aussi les intégrer à notre équipe première, certains éléments en les surclassant. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Dervieux d'avoir été avec nous depuis Tokyo. Merci beaucoup Émilie. Et on reste dans le domaine du sport avec notre série de reportages consacrés aux activités proposées par le Passeport Culture. Prenons le large aujourd'hui avec l'aviron et le kayak. Lors de notre tournage, il n'était que 2 jeunes à avoir choisi cette discipline cette semaine. Ils ont donc eu droit à un cours particulier sous le regard de notre équipe Charlotte Moreno et Olivier Bonello. Aujourd'hui, Maxime et Esteban sont privilégiés, libre à eux le choix de la discipline, à la carte, kayak ou aviron. En fait, je préfère l'aviron que le kayak. Avant, j'avais fait en double et hier, j'ai fait en solo et je préfère en solo. Il propose beaucoup d'activités en été que j'aime bien et surtout le kayak. Et du coup, ça me plaît et c'est la 3e ou 4e année que je le fais. Pour la séance du jour, les jeunes ont droit à des corrections point par point. Habituellement, dans le cadre du Passeport Culture, ils alternent un jour aviron, un jour kayak. On se mouille plus en kayak, on avance un petit peu moins vite en kayak. C'est un petit peu plus simple de se déplacer au départ, de remonter aussi sur l'embarcation. Mais après, souvent ceux qui arrivent à ramer quelquefois se plaisent un petit peu plus à l'aviron. On va un petit peu plus vite dès qu'on a acquis un petit peu le geste technique. Les fondamentaux, des palettes correctement immergées, la poussée des jambes doit être dynamique et continue. Pour le match aviron contre kayak, l'aviron termine comme prévu devant, la propulsion est plus rapide grâce aux 2 rames. Autre étape, tenir debout sur les bateaux balancés par la houle. Sur le kayak, c'est délicat, il faut faire appel à son propre équilibre. L'aviron est plus stable grâce aux palettes, bien que... Et la séance a été appréciée. Je la trouve superbe, en plus c'est un temps assez beau. Normalement on est 7 ou 8 et là vu qu'on était que 2, la monitrice faisait que me donner des consignes, c'est bien. Jusqu'au 19 août, les lundis et mercredis seront réservés à l'aviron et les mardis et jeudis au kayak. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité avec cet apéritif au jardin d'Apolline hier soir. Le prince Albert II, Patrice Célario et Didier Gamerdinger, respectivement ministres de l'Intérieur et des Affaires sociales et de la Santé, ainsi que le président du Conseil national, Stéphane Valéry, ont participé hier soir à la fête des voisins au jardin d'Apolline, organisée par l'association des résidents et commerçants des jardins d'Apolline. Un beau moment de partage, mais aussi l'occasion de saluer les nouveaux résidents. On passe à cette information pratique à présent. La bibliothèque Princesse Caroline et la ludothèque ferment leurs portes du 16 au 29 août. Les équipes vous accueilleront de nouveau dès le 30 août pour préparer la rentrée scolaire.
Et on termine par l'avant-dernier rendez-vous du Festival international d'orgue de Monaco, Frédéric. Rendez-vous en la cathédrale de Monaco, Émilie, demain, dimanche 8 août, à partir de 17h, pour un ciné-concert de Karol Mossakowski. Reconnu pour ses qualités d'interprète et d'improvisateur, l'organiste interprétera un grand classique, Le Bossu de Notre-Dame. Festival d'orgue sur lequel nous reviendrons dans notre JT lundi. Un dernier coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de dimanche, Frédéric ? Encore une journée où le soleil et les nuages se partageront le ciel. Les températures seront en hausse avec 21 degrés le matin et 30 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h24 pour se coucher à 20h47. Dimanche 8 août, nous fêterons les Dominiques. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte en images avec la reprise du championnat de Ligue 1. L'AS Monaco a débuté sa saison par un match nul, un but partout face à Nantes. Un match à domicile sous les yeux de 8000 spectateurs. Photo signée ce soir Stéphane Dana. À demain pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. Thank you.